Châteaumeillan, une petite ville de 2000 habitants près de Bourges. Cet homme, qui semble couler des jours heureux, c'est Gilles Tourny. Ils l'ont, hein? À voir ce retraité de 69 ans s'occuper de ses oiseaux, impossible d'imaginer qu'il est accusé d'un crime horrible. L'assassinat de son voisin, Fernand Moraau. Lui, il méritait pas ça. Et puis moi, je mérite pas de subir ce qui se passe, hein, parce que c'est de l'acharnement. Et ça, je peux vous jurer sur la tête de mes petits, hein, parce que jamais de la vie, j'aurais fait un truc pareil. Il faut être fou, il faut être monstre. En attendant que la justice se prononce, Gilles Tourny est libre. Et devant notre caméra, il affirme haut et fort qu'il n'y est pour rien. Si je pars en prison, là, ça serait une erreur de la justice. Hein, je ne peux pas dire autre chose. J'ai pas envie d'y aller, et puis j'ai rien fait pour y aller non plus. Hein. Je suis innocent. Ça, c'est une certitude. Hein. De l'autre côté de la haie, la maison de la victime, à gauche à l'image, où le temps s'est arrêté en mars 2016. Selon les enquêteurs, c'est là que Gilles Tourny aurait violemment mis fin à une amitié de plus de 40 ans. Alors, coupable ou innocent ? Monsieur Tourny, il est allé, il a ouvert la porte, il nous a fait comme ça de la main. Venez pas, il y a du sang partout. Ça ressemble à une exécution, 2 balles dans la tête, c'est une exécution. 2 dans la tête, celles-là, elles font mal, celles-là, elles font très mal. 9 mm. Waouh, bon, on ne voulait pas qu'ils s'en sortent. On me note tout de suite. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour le meurtre de Fernand. Je dis, ça va pas, non? Mais moi, je m'en fous, c'est pas moi. Je réponds de mon mari comme de moi-même, ce n'est pas lui. Voilà, c'est tout. Ils nous ont bien menés en bateau, en tout cas. Oui. Et ils sont très calculateurs. On est toujours entre coupable, innocent, sans jamais pouvoir vraiment se déterminer. Cette mystérieuse affaire commence le 25 mars 2016. Ce matin-là, Marie Moraau est inquiète au sujet de son frère Fernand. L'homme, qui vit seul, ne lui a pas donné de nouvelles depuis maintenant 2 jours. Alors elle décide de se rendre chez lui, car elle a comme un mauvais pressentiment. À ce moment-là, il avait des problèmes de santé, il faisait de l'hypertension. Et donc là, je me suis dit, il a peut-être fait une crise cardiaque, voilà. Devant le domicile de Fernand, Marie trouve porte close. Et cela n'est pas normal. J'arrive et là, je vois les barrières fermées. Donc là, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose. Parce que ces barrières n'étaient jamais fermées. Et ce n'est pas le seul détail étrange. Les soupçons de Marie semblent se confirmer. Là, quand je vois que les portes du garage sont fermées, pour moi, il y a quelque chose de très grave. Je ne vous ai pas rentré, j'avais peur de retrouver mon frère mort. Alors Marie va demander de l'aide au voisin de Fernand, Gilles Tourny. Je lui dis, vas-y, rentre, s'il te plaît. Et donc, il prend les marches de la terrasse, il monte. Je m'en vais à la porte, puis je fais comme d'habitude. Je frappe et je dis, t'es là, Fernand? J'ai pas le temps de finir. Hein. Il avait une main comme ça, étendue par terre. Il baignait dans son sang, hein, puis bon, puis mort, quoi. Et j'hurle tellement de douleur parce que, voilà, il est parti. Là, tu as l'impression qu'il y a une bombe qui t'atterrit dessus, quoi. En même temps, tu te dis, c'est pas possible, quoi. J'étais sur le canapé, là, et j'écoutais vraiment hurler. Et je me suis dit, voilà, mais c'est
Ça doit être grave, quoi. Après, mon mari, il est arrivé en courant, mais il m'a simplement dit appelle les gendarmes, appelle les gendarmes. Dès leur arrivée, les enquêteurs sont frappés par l'état dans lequel se trouve la maison. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. La maison était en grand désordre. Les meubles sont renversés, des grandes tables, des buffets ont été bousculés, basculés pour certains. Le buffet il avait été retourné. C'était un buffet qui était assez important, puis ancien. Un buffet, un machin haut comme ça, quoi. Sur le secteur, il y a énormément de cambriolage. Et ça depuis des décennies. Seulement, la thèse du cambriolage ne tient pas la route très longtemps. Et cela pour une raison toute simple. Ils nous ont demandé s'il y avait des choses qui avaient disparu, et non, il n'y avait rien. Donc, tout ce qui était télé, ordinateur, tout était là-bas. Donc, si c'est vol, ils prennent tout de suite l'ordinateur, le portable, la télé, enfin, tout ce qui a un peu de valeur et qui peut être vendu. C'était pas un homme d'une grande richesse. Bon, pourquoi aller cambrioler cet homme? Pourquoi pas un autre? Si on prend tous les habitants de la rue, je ne suis pas certain que c'était le plus aisé. En perquisitionnant la maison de la victime, les enquêteurs comprennent très vite que Fernand Mourao a en fait été exécuté par un tueur. D'abord, il y a les 2 impacts de balles sur la vitre de la porte-fenêtre. Mon papa a reçu 2 balles par la porte-fenêtre. Je pense que ça l'a réveillé. Peut-être qu'il s'était endormi devant la télé, ce qui arrivait souvent, hein, bien souvent. Il avait toujours la télécommande à la main. Je pense qu'on a tiré dessus avant même qu'il ait eu quelque réaction que ce soit, ou peut-être avant même qu'il ait aperçu la personne qui lui a tiré dessus. Et puis, ayant raté sa cible, le tueur se serait précipité à l'intérieur de la maison. Et cela avec la plus grande facilité pour tirer à bout portant. Fernand avait l'habitude de ne jamais fermer ses portes ni ses fenêtres. L'auteur du coup de feu entre ensuite dans la maison pour tirer 2 autres balles. Deux dans la tête. Celles-là, elles font mal, celles-là. Elles font très mal. On se dit, il s'est vu qu'il allait partir et il était tout seul. Il lui a même pas laissé la chance de se défendre. Voilà. La façon dont a été abattu Fernand fait penser à une exécution. L'arme, le calibre, c'est un 9 mm, c'est une arme de voyou. 9 mm. Waouh, bon, on ne voulait pas qu'il s'en sorte. Cette idée qu'on puisse d'abord le tuer pour le cambrioler, ça apparaît extravagant. Ainsi, le désordre ne serait donc en réalité qu'une mise en scène pour cacher ce qui semble être un assassinat. Le ou les auteurs ont voulu donner l'idée que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Admettons que ce soit un familier, le fait d'organiser ou de donner l'image d'un cambriolage, ça brouille les pistes. Alors, Fernand Mourao connaissait-il son assassin? Pour les gendarmes, c'est plus que probable. Et c'est une découverte en apparence anodine qui va leur mettre la puce à l'oreille. En effet, la voiture de la victime a été retrouvée dans le garage. Pourtant, ce n'était pas dans les habitudes de Fernand Mourao. Mon père ne rentrait jamais sa voiture dans le sous-sol, ou très très rarement. Il la mettait jamais dans son garage, jamais. Surtout en étant présent à son domicile. Moi-même, en me rendant chez mon père, ne voyant pas sa voiture dehors, je serais repartie de toute façon, en me disant c'est qu'il n'est pas là. La voiture a donc forcément été déplacée dans le garage, de façon à laisser croire que Fernand s'était absenté plusieurs jours. Personne dans le voisinage
ne s'était donc inquiété. Et puis il y a un autre élément qui laisse penser que quelqu'un d'autre s'est servi de la voiture de Fernand. Il n'y a aucun ADN, ni sur le volant, ni sur le pommeau de vitesse, ni sur les poignées de porte. Ça interpelle quand même quand on apprend qu'il n'y a même pas l'ADN de mon père dans la voiture. Enfin... Et effectivement, on l'a retrouvé dans le garage, nettoyé de fond en comble. Là aussi, ça pose beaucoup de questions. Préparé et méthodique, l'assassin semble avoir commis le crime parfait. Cet individu commet son crime. Et ensuite, il a suffisamment de sang-froid pour trouver les clés, prendre la voiture, la descendre au garage et la nettoyer. Ça démontre un sang-froid qui fait presque peur. Alors, qui dans l'entourage de Fernand Mourao pouvait bien lui en vouloir au point d'imaginer un plan aussi machiavélique? À Châteaumeillan, lorsqu'ils apprennent qu'un crime aussi violent a été commis presque sous leurs yeux, les habitants sont sous le choc. Les meurtres à Châteaumeillan, sur les dernières décennies, j'ai bien trop de doigts à une main pour les compter. C'est vraiment l'endroit où il se passe rien. C'est vraiment le quartier où vous êtes tranquille, vraiment. Les voisins sont d'autant plus surpris que la nuit du meurtre, aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Personne n'a entendu un véhicule suspect s'arrêter, redémarrer, et encore moins entendu les coups de feu. On n'a absolument rien entendu, que ça soit le soir pendant la télé. C'est vrai que la télé était forte. Si mon mari l'avait entendu, il se serait levé, il y aurait allé voir. Et vous avez votre rendez-vous avec eux ? Dans un petit village comme celui-là, tiré avec un fort calibre, eh bien ça fait un bruit d'enfer, normalement. Nul doute que tout le quartier aurait entendu ces coups de feu. Or, personne n'entendra rien. Ce qui est curieux, parce que si vous regardez les maisons, elles ne sont pas d'une distance énorme par rapport les unes des autres, quoi. Moi, je suis persuadée qu'il y avait un silencieux. Boris Paul a été le premier journaliste à enquêter dans le quartier de Fernand Mourao 2 jours après son meurtre. Très vite, il tombe nez à nez avec Gilles Tourny, qui habite juste à côté de chez la victime. Et d'emblée, l'homme se montre particulièrement bavard. Je sors de mon véhicule. En fait, je n'ai pas eu le temps d'enclencher mon appareil photo. Monsieur Tourny a déboulé. Il avait envie de parler, visiblement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il... Alors, je ne sais pas s'il le guettait, mais visiblement, il était aux aguets quand même. Parce que bon, en 30 secondes, il était là. C'est un gars qui n'embêtait personne, et puis pour lui demander ce que vous voulez. Il arrivait toujours à vous faire plaisir, quoi. À entendre Gilles Tourny, Fernand Mourao faisait l'unanimité autour de lui. Et ce n'est pas sa famille qui dira le contraire. C'était quelqu'un de très gentil, très souriant, oui. Et très aimant également à notre égard. C'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un avec un grand cœur qui aidait beaucoup de monde. Ouais. Avec mon frère, on était fusionnels. Voilà. Il a toujours... Bon, j'étais la petite dernière. Et puis, il a toujours été là pour moi, dans les moments, les bons comme les mauvais, mais... À première vue, rien dans la vie de ce jeune retraité ne laissait donc présager un tel drame. Il était heureux, il se levait le matin, il allait boire le café chez ses sœurs et puis après il allait se promener à droite à gauche. C'était quelqu'un de très très simple, donc il aimait sa vie simple. Pour tromper sa solitude, cet amoureux de la nature avait pris sous son aile un animal de compagnie pour le moins insolite. Il avait récupéré un petit sanglier qu'il avait apprivoisé. Et ce qu'il aimait, c'est sa bibiche, donc le petit sanglier. Il l'a élevé au biberon. Et il en a acheté des litres de lait. Et je peux vous dire que la bibiche le reconnaissait de loin. Seulement la vie de Fernand Mourao
n'est pas aussi simple et solitaire qu'il n'y paraît. En effet, l'homme entretient une liaison avec une jeune femme de 30 ans, sa cadette. Gilles Tourny, son voisin, était d'ailleurs dans la confidence. Et il me dit, tiens, je te présente ma copine. Eh ben, enchanté, pour dire autre chose. Hein. Ben, il en parlait, mais comme c'était souvent en plaisantant. Ben, tiens, ce soir, je vais l'emmener à Bourges, ou ben, je vais l'emmener à Saint-Amand, et puis ceci, cela. Et c'est une liaison dangereuse, hein, comme on dit. Cette jeune femme était mariée avec un membre de la communauté du voyage. C'est une famille qui est un petit peu crainte dans la région. Et puis, l'homme en question, le compagnon, a une mauvaise réputation parce qu'il est considéré comme violent. Et par conséquent, tout le monde va mettre en garde Fernand en disant « Attention, tu prends des risques en ayant une relation avec sa femme, sa jeune femme. » Et Fernand ne va pas tenir compte de ces avertissements. Il va continuer, il va persister. Loin de mettre un terme à cette liaison, Fernand va se retrouver dans une situation pour le moins délicate, car sa maîtresse va tomber enceinte 2 ans après le début de leur relation. La situation est périlleuse, car les 2 amants vont imaginer un plan pour que Fernand puisse voir son fils sans attirer les soupçons du mari bafoué. Officiellement, il était présenté comme le parrain. Et bien que M. Mourao m'ait dit que lorsqu'ils étaient ensemble, l'enfant l'appelait papa. Situation très ambiguë. D'ailleurs, le secret fait long feu. Les proches comprennent vite que le petit garçon est bien plus que le filleul de Fernand. Il ne vous l'a pas dit tout de suite, mais quand il... pourquoi tu le laisses t'appeler papa Voilà, après, il n'a pas pu faire autrement que de nous le dire. Je l'ai très très mal pris, hein, je ne le cache pas. Mais comme je vous dis, il est là, il est là. On peut pas revenir en arrière, de toute façon. Après, je lui ai dit, es-tu sûr que c'est toi le père et tout Oui, oui. Il n'avait aucun doute. Non, il sentait que c'était le sien. C'est vrai que pour m'avoir montré une photo de l'enfant, la ressemblance était assez frappante. Si le mari de sa maîtresse ignore toujours la supercherie, Fernand ne prend guère de précautions. Il passe beaucoup de temps avec le petit garçon. Week-end, vacances scolaires, toutes les occasions sont bonnes. Il avait des yeux qui brillaient quand il voyait cet enfant, c'était extraordinaire, quoi. Il le montait dans son tracteur, il le promenait. Il s'en occupait très bien, il était mignon avec un... il était aimant, comme il l'est avec nous. Le mari ne se doute toujours de rien, jusqu'en 2014, où sa femme décide de tout lui avouer. Cette personne, madame, révèle à son compagnon qu'elle a eu une liaison avec M. Mourao et que le bébé est en réalité le fils de M. Mourao. À partir de ce jour-là, le compagnon interdit toute relation entre M. Mourao et l'enfant. Quand ils ont arrêté de lui donner cet enfant, ça a été une catastrophe pour lui, hein, parce que c'était sa vie. À plusieurs reprises, il avait tenté de joindre la maman du petit, qui ne lui répondait plus. Et ouais, il en était très malheureux. Fernand Mourao n'est pas seulement malheureux, il est aussi très inquiet. Il a peur que le mari de son ex-maîtresse s'en prenne à son fils, car l'homme est connu pour son comportement brutal. Il m'avait expliqué que ce monsieur avait tué son chien d'un coup de fusil de façon très froide, simplement parce que le chien avait couru après une poule. Il décrit le compagnon comme quelqu'un de très violent et il écrit qu'il a vraiment, ce sont ses mots, vraiment peur que l'enfant ne puisse pas s'épanouir auprès d'une telle personne. Décidé à aller jusqu'au bout, Fernand Mourao saisit la justice
il confie le dossier à maître Sylvie Rouault. Il me demande de mener à bien une procédure afin de faire reconnaître sa paternité biologique sur le petit garçon. Il est très déterminé, très sûr de lui. Il demandait ouais, si on voulait faire un petit mot en disant qu'il l'avait dans les bras, qu'il le choyait, deux, trois lettres on a fait pour sa défense. C'était pas grand-chose, hein, c'était une attestation comme quoi on voyait, on l'avait déjà vu avec ce petit garçon et qu'il l'appelait papa. Et on l'a fait, voilà. Il voulait voir cet enfant de temps en temps, pas l'enlever de sa mère, ni vivre avec sa mère, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, il voulait quand même avoir cet enfant auprès de lui. On peut penser que ce compagnon, effectivement, n'a pas apprécié la démarche de Fernand Mouraou. C'est probable. Alors, le mari bafoué pourrait-il être l'homme qui est venu abattre froidement Fernand Mouraou chez lui ? Pour les proches de la victime, aucun doute. Dans la mesure où mon père n'avait pas du tout d'ennemis, tout simplement parce qu'il vivait sa petite vie tranquille, on se dit, mais effectivement, ça peut être un mobile en tout cas. Hein. Les enquêteurs, au début, c'est nous qui les avons amenés sur ce couple. Parce que pour nous, c'était de l'évidence. Effectivement, c'était évident, c'était eux. Dans la mesure où M. Mouraou m'avait dit qu'il avait été... non pas menacé, mais qu'on lui avait fortement conseillé de ne pas faire cette procédure. Ma première réaction, ça a été de dire que c'était le compagnon qui l'avait tué. À la gendarmerie de Bourges, l'ancienne maîtresse de Fernand et son mari sont placés en garde à vue et interrogés sur leur emploi du temps au moment du crime. Le couple affirme ne pas avoir quitté leur domicile cette nuit-là. Et pour le prouver, l'homme s'en remet à l'analyse de son téléphone portable. Il affirme que c'est pas lui, et les gendarmes ont estimé que la téléphonie le met hors de cause. En gros, son téléphone ne bornait pas sur le lieu du crime. Ils vont être relâchés, donc selon les enquêteurs, il n'y a aucun élément suffisant contre eux. C'est une garde à vue qui est relativement courte. On n'a pas été très curieux sur le sujet. Après l'abandon de la piste du mari jaloux, l'enquête semble au point mort. Mais en réalité, pendant plusieurs mois, les gendarmes vont creuser une nouvelle piste, très prometteuse celle-là, et surtout totalement inattendue. Car depuis le début, l'auteur du meurtre serait peut-être juste sous leur nez. Le 8 février 2017, au petit matin, les gendarmes reviennent dans le quartier où habitait Fernand Mouraou. Seulement, ils ne se rendent pas chez la victime, mais de l'autre côté de cette haie. Ils viennent frapper à la porte de Gilles Tourny. Le voisin, l'homme qui avait découvert le corps de la victime, celui qui s'était empressé de témoigner devant les caméras quelques heures après sa mort. Incroyable, les gendarmes le considèrent désormais comme le suspect numéro 1. On me menotte tout de suite. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est pour le meurtre de Fernand. Je dis, ça va pas, non, mais j'ai rien à faire à ça, moi. Moi, je m'en fous, c'est pas moi. Au même moment, dans la maison, il se passe quelque chose de curieux. Simone Tourny, la femme de Gilles, s'est réfugiée dans la salle de bain. Ça restera toute ma vie dans ma tête. J'écoutais courir dans la maison, je comprenais rien du tout. Et après, ça a tambouriné dans la salle de bain. Je n'osais même pas ouvrir, j'avais peur. Comme vous savez, suite à ce qui s'était passé à côté, j'ai eu peur. Il me dit, je suis directeur d'enquête et on vient vous mettre en garde à vue pour le meurtre de monsieur. Alors là, tout s'écroule, quoi. Mais on réagit même pas. Enfin, je veux dire, on se dit, mais je suis après à faire un cauchemar. Stéphanie, la fille de Fernand, est immédiatement prévenue par Nelly,
l'une des filles des Tourny. Il faut dire que les deux femmes sont amies depuis l'enfance. Nelly me téléphone et elle me dit « Mes parents sont placés en garde à vue ». Et là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait du tout. C'est pas concevable, enfin. Personne n'y croyait. Personne. Donc, c'est vrai qu'on tombe des nues. Je dis à un enquêteur, mais non, c'est pas possible, enfin, vous avez vu comment il est fait et tout. Et il m'a dit, on ouvre toutes les portes et on ferme toutes, on les referme les unes après les autres. Ce rebondissement, personne ne l'a vu venir. Car à Châteaumeillan, tout le monde connaît le couple Tourny. Simone accueille des enfants placés par les services sociaux. Elle a même été candidate aux élections municipales de 2014. Gilles est lui aussi une figure locale. Il se distingue chaque année au concours de décoration de Noël organisé par la mairie. La surprise est totale, car Fernand, la victime, et Gilles, le suspect, n'étaient pas seulement voisins, ils étaient amis depuis plus de 40 ans. Sur cette photo, on reconnaît les deux hommes. Ils se sont rencontrés à la fin des années 70 dans la même entreprise d'électricité. On travaillait ensemble, quoi. Puis après, on est venus à partir dans la même voiture. Et puis bon, puis c'était un copain, hein, un ami. En 1980, Fernand fait construire sa maison juste à côté de celle de son ami. Les deux hommes deviennent inséparables. Et ce n'est pas un grillage qui va les arrêter. C'est nous qui l'avons fait, la clôture. Alors il y avait 1,20 m, quoi. Puis on causait là. On causait des fois de pas de tout, hein. Et moi, il m'appelait Vieux Gilles. Alors bon, allez, tu passais le grillage, on va aller boire un café. Soit Gilles sautait le grillage, il allait chez Fernand, soit c'était Fernand qui sautait le grillage et puis qui venait boire le café ici. Voilà, c'est tout. Il y avait une entente sans être toujours fourrés les uns chez les autres. Hein. En 1999, les voisins unissent même leurs deux familles. Nelly, la fille de Gilles, épouse Emmanuel, le neveu de Fernand. Il s'est trouvé que ma fille et puis son neveu se sont mariés. Il y a eu un grand mariage où tout le monde était convié, notre famille, la famille de mon gendre. Et puis voilà, et puis c'était super, on était contents de cette union. Seulement le 10 février 2017, lorsque Gilles Tourny est mis en examen et incarcéré, l'union entre les deux familles va voler en éclats. Jusqu'à ce que Gilles Tourny soit visé par l'enquête, la famille apparaissait assez unie dans ses démarches. Et puis on a sombré dans une forme de tragédie grecque, puisque la famille s'est partagée. Parmi les proches de Fernand, deux clans se déchirent. D'un côté, ceux qui sont convaincus de la culpabilité de Gilles Tourny, comme c'est le cas de Stéphanie, la fille, et Marie, la sœur de la victime. Ils étaient, lui comme sa femme, très gentils avec nous. Hein. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'on se méfie ou autre. C'est terrible ce qui nous arrive. Ils nous ont bien menés en bateau, en tout cas. Oui. Et ils sont très calculateurs. De l'autre côté, il y a ceux qui refusent de croire que l'ami de toujours ait pu commettre un tel crime, comme Adélia, l'autre sœur de Fernand. Si on m'amène une preuve comme quoi c'est M. Tourny, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est le beau-père de mon fils. Comment on peut imaginer que je pourrais cautionner le meurtrier de mon frère? Je ne suis pas là pour défendre M. Tourny. Je suis là pour trouver la vérité. Si Adélia ne croit pas à la culpabilité de Gilles Tourny, il y a plusieurs éléments qui semblent prouver le contraire. Les enquêteurs vont procéder à une perquisition au domicile de Gilles Tourny et ils vont découvrir 5 armes de poing. 5 armes de poing, effectivement, c'est incroyable, sauf que ce sont des armes à grenaille ou à blanc. Donc des armes qui sont a priori pas mortelles.
Face aux enquêteurs, et aujourd'hui encore devant notre caméra, Gilles Tourny affirme qu'il s'agit d'une méprise. Oh bah, je dis ça, c'est fréquent, ça. S'amuser à tirer un 9 mm pour les ragondins. Et ben, des soirs, ça me prenait, j'avais avec une lampe, une torche. Je prenais 3-4 cartouches dans mes poches et j'allais derrière l'été à lapin, puis de négocier les rats, quoi. Bon, c'est vrai qu'il avait des armes, mais ce ne sont pas les armes du crime. Ce ne sont pas des armes qui peuvent tirer les balles qui ont tué malheureusement Fernand. Simone Tourny dit-elle vraiment toute la vérité? Car une écoute téléphonique, recueillie par les gendarmes, sème le trouble. Il s'agit d'une conversation qu'elle a eue avec sa fille, Nelly. Nelly lui apprend que mon père s'est fait tuer d'un 9 mm. Et ouais, là, elle est angoissée parce qu'elle dit qu'elle est inquiète parce que son mari détient un 9 mm également. Moi, j'ai dit ça, moi? Je m'en rappelle pas. Mais peut-être que j'ai dit voilà, que c'était pas, c'est peut-être pas bien d'avoir des armes, je sais pas, mais j'ai pas. Franchement, jamais j'aurais pensé que par rapport à ça, il serait arrêté. Si Simone Tourny est embarrassée, c'est aussi parce que les armes de son mari n'ont pas été officiellement déclarées. Lorsque vous avez un crime qui a été commis dans la maison d'à côté, on n'a pas envie qu'on trouve des armes chez vous, puis qu'on vous fasse un procès verbal. C'est tout. Même de 300 €. Il aime les armes, il en a 5. Sauf que c'est pas interdit dans ce pays d'aimer les armes. Et ce n'est pas le seul élément qui dérange les enquêteurs. Il y a aussi son comportement suspect le lendemain du meurtre, le 24 mars 2016. Ce jour-là, Fernand devait venir chez Gilles pour l'aider à faire des travaux dans son abri de jardin. Or, le 24 mars, il n'est pas venu et ça n'a pas troublé Gilles Tourny. C'est-à-dire qu'ils habitent l'un à côté de l'autre. Si on attend son voisin et qu'il ne vient pas, on va taper à sa porte pour savoir s'il lui est pas arrivé quelque chose. Là, ça n'a pas été le cas. Et plus extraordinaire encore, il va demander à quelqu'un d'autre de venir l'aider à faire les travaux que Fernand aurait dû faire. Une fois de plus, il ne se préoccupe pas de savoir ce qu'est devenu Fernand. Pour sa défense, Gilles Tourny explique avoir cru que son voisin était parti en voyage. Souvenez-vous, la voiture était enfermée dans le garage et non devant la maison, comme à son habitude. Mais moi, comme je savais qu'il allait à Paris, et j'ai dit il est parti, hein, il n'y avait plus la voiture dans la cour, j'ai dit il est parti à Paris, puis c'est tout. Et ça, je le dis, c'est la vérité. Qui m'a dit ça, c'est vrai qu'il m'a dit il est peut-être parti à Paris. Ça ne l'a pas tracassé plus que ça, puisque Fernand pouvait dire qu'il venait puis qu'il venait pas. Hein, voilà, c'est tout. Et pourquoi il n'a pas été voir? Parce qu'il n'y avait pas cette voiture. C'est vrai que la voiture serait dehors, il aurait fait comme il faisait d'habitude. Il aurait été jusqu'à sa porte, il aurait frappé, et il aurait dit « T'es là, Fernand ». C'est comme ça qu'il faisait. Je ne vois pas du tout, là je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on lui reproche, voilà. Seulement pour les proches de Fernand, ce voyage à Paris était une pure invention. C'est pas possible. Il nous l'aurait dit. Il ne serait jamais parti sans nous le dire. C'est impossible. Pourquoi il ne lui a pas passé un coup de fil? Parce que M. Tourny avait le numéro de téléphone de M. Mouraou, même s'il a déclaré le contraire aux enquêteurs dans un premier temps. C'est d'ailleurs à se demander pourquoi. C'est quand même assez étonnant. Gilles Tourny n'a donc pas cherché à en savoir plus sur l'étrange absence de son ami. En revanche, il s'est montré beaucoup plus curieux lors de l'enquête. Une attitude qui va là encore intriguer les gendarmes. Il était toujours au premier plan, le plus éploré, le plus intéressé par les investigations des enquêteurs, qui le trouvaient évidemment là à chaque fois qu'ils arrivaient. Au moindre reportage, Gilles Tourny prenait la parole. Vous pouvez demander ce que vous voulez, hein. Il arrivait toujours à vous faire plaisir, quoi. Et puis on sait aussi, au travers des écoutes téléphoniques, que dans la famille, on s'intéressait énormément aux avancées de l'enquête. Alors, est-ce que c'est une curiosité malsaine ou est-ce que c'est une inquiétude sur
les investigations qui sont menées par les enquêteurs. En tout cas, c'est assez inhabituel. C'est surréaliste. On lui dit, monsieur, vous avez parlé de l'enquête, ça veut dire que ça vous inquiète, cette enquête. Oui, mais s'il n'en parle pas, c'est bizarre aussi. Enfin bref. Et lui, c'est simplement, oui, il veut savoir où ça en est. C'est Fernand, c'est son ami, c'est un proche de la famille. Je demandais sans plus à ses filles, quand on avait l'occasion de les voir, savait-il du nouveau? Ben non, ou ben ceci, ou ben cela. Je suis pas d'accord du tout. C'est vrai que, bon, bah, peut-être que j'étais un petit peu plus proche de Delia, mais ce qui est tout à fait normal, puisque c'est la belle-mère de ma fille, et que quand les gens ils sont dans la peine, et une peine comme ça, enfin, je crois que c'est horrible, ce qui leur est arrivé, eh ben, vous soutenez, enfin, je veux dire, vous les appelez, puis bon, des fois, il arrivait que, bah, oui, effectivement, je pouvais lui dire, bah, t'as rien de neuf. Ce sont des éléments qui ne représentent aucun élément de preuve. C'est ce qu'on appelle strictement une construction intellectuelle. Il y a des gens qui ont fait des années de prison sur des arguties comme ça, sur des petites choses, c'est absolument irrecevable. Le comportement de Gilles Tourny au lendemain du meurtre ne plaide pas en sa faveur, mais pour les enquêteurs, il manque un mobile. Et c'est en remontant dans le passé des deux amis que se trouve peut-être la réponse. En effet, il y a une brouille entre les deux hommes, dont Gilles Tourny n'a pas parlé, une histoire d'adultère qui remonte à 1981. À l'époque, Fernand Mouraot est marié à Laurence, la mère de ses deux filles, et il découvre qu'elle le trompe avec son voisin, Gilles. Bon, c'est un truc que je regrette, hein, déjà. Parce que pourtant, je ne sais pas comment que ça se fait, que ça s'est fait un truc comme ça. Ça a été tendu, mais tendu entre les deux familles aussi. Hein. Ça a dévasté toute la famille. Dévasté, et ça a dévasté aussi son couple. Et il a été malheureux, oui. Mais l'histoire n'en reste pas là. Fernand décide de se venger en ayant une aventure avec Simone, la femme de Gilles. Je pense qu'on était mal l'un et l'autre, et puis voilà. Il y a eu ça, mais c'était bref. Mon mari il a tout de suite arrêté avec elle parce qu'il ne voulait pas me perdre. Et que moi, après, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui a duré longtemps. Voilà, ce que je regrette, moi, c'est d'avoir dit, je refais la même chose, quoi. Je lui ai rendu l'appareil. Et c'est vieux, hein. On était jeunes, hein. On était jeunes, hein. Cette trahison réciproque va laisser des traces. Les deux amis mettront du temps à tourner la page. Ils partaient plus ensemble, voilà, au travail. Et puis bon, petit à petit, après c'est revenu. Hein. Ils se sont reparlés et puis tout ça s'est oublié. Hein. Et on était restés copains. Hein. Après, c'était un des comptes qui était réglé. Pas de souci là-dessus. Cette relation d'adultère entre les deux couples, je veux dire, c'était tellement oublié pour les deux familles que personne n'y a fait référence au début de l'enquête. La hache de guerre a-t-elle vraiment été enterrée? Pas si sûr, car cette affaire, vieille de 35 ans, aurait brutalement ressurgi quelques mois avant le meurtre. Les écoutes téléphoniques de Simone Tourny vont révéler des confidences très surprenantes. Lors d'une conversation avec sa fille, elle lui avoue être soulagée par la mort de Fernand Mouraot. Elle est soulagée et elle se met à rire. C'est pas choquant. On peut être plus tranquille de la mort de son voisin, qui est soi-disant très ami avec ces personnes. Moi, il me hante ce mot, je vous assure, il me hante. Comment peut-on dire ça? Une personne qui s'est pris 2 balles dans la tête. C'est ignoble ce qu'elle peut dire, non. Ah non, c'est impardonnable. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais pu dire une chose pareille. Je me rappelle avoir dit que j'avais de la peine et que des moments, j'étais peut-être soulagée parce que j'avais toujours eu ce remords quand même d'avoir fait cette chose-là. Donc voilà, mais je me suis embrouillée et c'est pas ce que je pensais du tout.
Simone s'est jamais réjouie de la mort de Fernand, mais dans ce contexte d'enquête, je crois qu'elle va dire une phrase qui va être interprétée, mais c'est de l'interprétation. Voilà, c'est une phrase sortie de son contexte. Pourtant, d'autres propos échangés avec sa fille semblent montrer que Simone Tourny avait une bonne raison d'être soulagée de la mort de Fernand Mourao. L'ancien amant était peut-être une nouvelle fois tombé amoureux de sa voisine. C'est Madame Tourny qui elle-même dit Fernand se comporte comme s'il cherchait à nouveau à se rapprocher de moi. Fernand Mourao, peut-être, aurait eu envie de reprendre cette histoire-là où elle s'était arrêtée. Gilles s'en est peut-être aperçu, ça a pu provoquer sa jalousie. Simone avait confié à sa fille que Fernand Mourao l'aurait observée depuis sa fenêtre alors qu'elle était dans sa salle de bain. Elle discutait beaucoup avec sa fille par téléphone. Alors est-ce qu'il n'a pas surpris cette conversation qu'elles auraient eue, comme quoi mon frère serait toujours amoureux d'elle et puis qu'il la regardait. Moi je pense qu'à un moment donné, elle parlait de mon père, que lui, il est rentré, il les a écoutés parler et il aurait pété un câble. C'est ce que moi je pense. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un de très jaloux et qu'elle n'avait pas le droit d'approcher d'autres hommes, en tout cas. Elle a mis le feu aux poudres, bien sûr, bien sûr. En tout cas, elle a tout fait pour. Alors, dans un accès de jalousie, Gilles Tourny aurait-il pu se débarrasser de son ami, devenu gênant? En garde à vue, Simone Tourny soutient son mari. Elle assure que la nuit du meurtre, il a dormi à côté d'elle. Un alibi qui va néanmoins se fissurer face aux questions pressantes des gendarmes. Car Simone va lâcher un mot lourd de sens. J'ai dit, vous arrivez à me faire douter. J'étais fatiguée, c'était la fin de la garde à vue, donc j'ai dit le mot douter au lieu de dire vous me faites embrouiller, je sais plus où j'en suis. Et quand il m'a dit ça, il me dit ah bon alors donc c'est bien votre mari qui a tué. J'ai dit non. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je réponds de mon mari comme de moi-même, ce n'est pas lui. Voilà, c'est tout. Mais Simone Tourny n'a pas réussi à convaincre les enquêteurs, persuadée que son mari, Gilles, aurait abattu son ami, Fernand, par jalousie. Seulement, il y a quelque chose qui cloche. On parle d'hommes de 60 ans qui sont quand même des hommes d'âge mûr, qui sont en retraite. Est-ce que la jalousie peut encore les terrasser à cet âge-là, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble? Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que c'est surprenant. 35 ans plus tard, Gilles décide de se venger. C'est ridicule. C'est un mobile à mourir de rire. Voilà. N'ayant pas de mobile, on va aller chercher au fin fond des poubelles du passé une liaison éphémère. Le mobile, pour moi, c'est de la folie. Hein, mais complètement fou, mais enfin, c'est une histoire de fou. Je le dis, je le répète. C'est pas nous. Je dis nous parce que je me mets avec mon mari, c'est tout. Voilà, je peux certifier que c'est pas lui et ça, je le défendrai jusqu'au bout et on se battra jusqu'au bout. Au printemps 2017, nous avions accompagné Simone au tribunal de Bourges. Ce jour-là, la justice devait statuer sur la remise en liberté de son mari. Une demande qui allait être rejetée pour la seconde fois depuis son incarcération, mais qui n'entame pas la détermination de Simone. J'ai espoir. Je veux garder espoir. J'espère que, voilà, qu'il sorte. Et quelques semaines plus tard, coup de théâtre. Après 4 mois passés en prison, Gilles Tourny est libéré. Pour Stéphanie, la fille de la victime, et Marie, l'une des sœurs, c'est un nouveau déchirement.
Anéanti. Oui. Parce qu'on ne comprend pas la décision de justice, en tout cas. Par rapport à ce qu'il y a au dossier, et comment peut-il revenir, vivre en plus sous notre nez, quoi. Enfin, On accepte, parce qu'on est obligé d'accepter, et on se dit, voilà, il arrive à Châteaumeillan, on va se croiser, même si on ne doit pas avoir de contact. D'ailleurs, plusieurs fois, je l'ai croisé à Intermarché. Je ne baisse pas les yeux, je ne les baisserai pas. Et quelle attitude avoir envers lui et envers elle. Parce que moi pour eux, ils sont tous les deux. Et on apprend après que y a des membres de la famille qui ont écrit au juge pour dire laissez-le sortir. Bien sûr, on le laisse sortir. Pendant son incarcération, Gilles Tourny a reçu de nombreuses lettres de soutien. Tout le monde à Châteaumeillan sait que toi, Gilles, tu n'as rien d'un assassin, bien au contraire. Les mots qui ressortent sont gentillesse, bonne humeur, rigueur, honnête et bien d'autres qualités encore. Tiens bon. Gilles est très apprécié à Châteaumeillan. Les gens savent qu'il y est pour rien. Voilà, c'est pas un homme violent. Il est incapable d'avoir commis ces faits-là. Beaucoup de gens ont pris fait et cause pour lui. Donc il était logique à un moment donné qu'il puisse rentrer dans sa maison. Je le prends comme un signe où on sent que peut-être la piste Tourny vacille. C'est qu'on l'autorise à retourner chez lui, près de la scène de crime. Je ne sais pas si on était si certain que c'était lui. Je ne suis pas certaine qu'on aurait fait ce choix. Qu'il soit remis dehors au bout de 4 mois après avoir été mis en examen pour meurtre, c'est pour moi le signe que ce dossier est extrêmement fragile. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont sorti au bout de 4 mois, ce qui est extrêmement rare. Hein. Ce qui est extrêmement rare. Malgré tout, si Gilles Tourny est sorti de prison, il n'est pas mis hors de cause pour autant. Plus de 2 ans après avoir été libéré, il est toujours mis en examen pour le meurtre de Fernand Mouraho. Pour les proches de la victime, cela est totalement incompréhensible. Il y a des lacunes dans le dossier énormes. Donc, ce que je veux, c'est qu'on creuse ces lacunes. Si on nous emmène une preuve comme quoi c'est M. Tourny, je me sentirais doublement trahi. Mais doublement trahi, mais comment on amène une preuve? Il n'y a pas de preuve. On n'a pas d'aveu, on n'a aucune preuve, on n'a pas l'arme du crime. On n'a pas grand-chose quand même dans cette histoire. La piste Tourny, à ce jour, elle est bancale. Ça repose principalement sur de l'interprétation de comportement. Et ça, c'est pas suffisant. Il faut autre chose. Ça me paraît compliqué d'aller aux assises avec un dossier comme ça. C'est périlleux. En septembre 2019, contre toute attente, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. La défense obtient que l'instruction soit relancée. Il y aurait une faille dans l'enquête. Une faille qui, si elle était comblée, pourrait totalement lever les soupçons qui pèsent sur Gilles Tourny. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites, ou qui ont été mal faites, ou qui ont été délaissées. Je souhaite qu'on continue les investigations pour mes clients et pour qu'on ait la bonne personne dans le box des accusés et pas une personne contre qui il existe peu d'éléments probants. C'est un dossier sur lequel il n'y a strictement aucune preuve matérielle contre Gilles Tourny, mais il y en a certainement contre les véritables meurtriers. Il faut les chercher. C'est ce que l'on réclame. Ce sont des faits, ce sont des éléments, ce sont des preuves qu'on cherche. Selon le clan Tourny, une piste aurait été abandonnée trop vite. Souvenez-vous, celle de l'ancienne maîtresse qui avait eu un enfant avec Fernand et qui avait caché la vérité à son mari pendant plusieurs années. Le soir du crime, le couple prétend être resté à son domicile, comme semble le prouver la localisation de leur téléphone portable. Mais il y a un hic. Maintenant, nul n'ignore que la téléphonie, on ne va pas aller commettre un crime avec son téléphone. Il n'y a plus personne, le plus débile ne le ferait pas.
Pour le clan adverse, persuadé de la culpabilité de Gilles Tourny, il ne s'agirait en réalité que d'une diversion. C'est avéré qu'il n'y avait rien. Tout a été retiré chez eux, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vêtements tachés, il n'y a rien qui les relie en tout cas à mon père. On ne comprend pas leur démarche, honnêtement on ne comprend pas. Est-ce que c'est le fait de retarder? Je ne sais pas, je ne sais pas. On agite le chiffon rouge pour éloigner finalement des questions qui restent en suspens et sur lesquelles M. Tourny ne s'explique pas. 3 ans et demi après l'assassinat de Fernand Mouraho, ses proches attendent avec impatience une réponse de la justice. Un calvaire qui s'ajoute à la douleur d'avoir perdu un être cher. Mon papa qui se trouve ici ne méritait pas de se retrouver ici, pas à 60 ans et pas par un lâche qui lui a enlevé la vie. C'était une personne qui était toujours là pour nous et en aucun cas il nous aurait abandonnés. C'est pour ça qu'on se doit d'aller jusqu'au bout pour lui de toute façon. On ne peut pas faire notre deuil, c'est pas possible. Le sachant en liberté et puis mon frère, et ben là. Gilles Tourny sera-t-il finalement renvoyé aux assises ou sera-t-il définitivement mis hors de cause? La famille de Fernand Mouraho devrait prochainement être fixée.